Richard Mouyej-Manguez-Mons, gouverneur de la province du Lualaba, a été destitué la semaine dernière. Vous le savez très bien. Selon les rapports de l'IGF, il est reproché ou alors il est accusé du détournement de près de 396 millions de dollars américains. Celui-ci a été destitué sans qu'on lui laisse la chance de pouvoir, n'est-ce pas, s'expliquer au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous allons parler, parlons-en de ce jour, mais également Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a effectué jusqu'à ce jour près de 100 voyages. Quelles sont les retombées de ces voyages de Félix Tshisekedi, président de la République, qui coûtent bien évidemment au trésor public congolais? Les peuples il s'y retrouve par rapport à ce voyage. Nous en saurons plus. C'est l'un des sujets avec lesquels nous allons, autour desquels nous allons graviter dans cette émission, mais également le processus électoral en RDC, les élections 2023. La population congolaise attend beaucoup de ce qui sera d'abord les dirigeants de cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Jusqu'aujourd'hui, pas de consensus au niveau de confession religieuse. Qu'est-ce qui se passe? Qui bloque? À quel niveau c'est bloqué? Est-ce qu'un dialogue est en train de venir? Voilà toutes les questions qui seront bien sûr au centre de ce énième numéro de Parlons-en les Mag. Merci à toute la grande équipe. Je vois le designer John Poi, Infolio Concept, les réalisateurs de ce magazine. Merci à tous ceux-là qui nous suivent partout en République démocratique du Congo. Vous nous suivez également en dehors de nos frontières. Bienvenue, c'est Parlons-en les Mag qui commence. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Elimboumb. Il est défenseur judiciaire près le tribunal des grandes instances de la ville montagneuse de Likasi. Il est également membre de l'Union Sacrée. Nous le recevons ce soir en tant que membre de l'Union Sacrée pour parler de toutes ces questions-là. Maître Elimboumb, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher El Cardomanza, pour ton invitation. Je commence d'abord par te féliciter parce que tu as marqué un pas très important dans l'innovation de l'univers médiatique dans notre ville de Likasi. Je sais que depuis un certain temps, l'émission Parlons-en que nous étions habitués à suivre sur la radio, aujourd'hui elle est sur YouTube. Je t'informe que je suis parmi tes fidèles téléspectateurs sur YouTube. Merci. C'est une occasion qui est donnée à beaucoup de nos compatriotes qui sont en dehors de la ville de Likasi ou ceux qui ne peuvent pas vous suivre directement à partir de la radio. Ils peuvent vous suivre à travers leur téléphone, leur portable. Et donc je pense que c'est une première dans notre ville. Ça mérite des encouragements, ça mérite un soutien de chacun de nous, parce que tu auras, tant soit peu, contribué, n'est-ce pas, à l'éducation et même au développement de notre ville, pourquoi pas de notre province et de notre pays. Je salue par cette occasion l'ensemble des auditeurs, ceux qui nous suivent à la radio, ainsi que des téléspectateurs qui vont nous suivre au travers de ta chaîne, ton compte YouTube. Et voilà, merci beaucoup, très chers internautes. Bienvenue encore une fois de plus. Comme Maître l'a dit, nous sommes suivis au niveau local sur la radio Kikela FM 88.1 MHz, cette chaîne qui est partenaire à notre magazine. Et très bientôt, si Dieu est aidant, vous allez retrouver Parlons-en les Mag dans d'autres chaînes de télévision de la ville de Likasi. La chose à faire pour l'instant, c'est s'abonner massivement à notre chaîne intitulée tout simplement Parlons-en les Mag TV. Vous vous abonnez à cette chaîne YouTube là, vous ne manquerez de rien. Toutes les émissions sur le plan politique, social, pourquoi pas culturel, nous vous donnerons les meilleurs de nous-mêmes et ce que nous savons faire. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Alors Maître Elimboumb, vous vous sentez déjà à l'aise dans notre émission pour répondre à toutes les questions et voilà, toutes les questions qui seront posées en tant que membre de l'Union Sacrée. Oui, mais j'ai toujours été à l'aise. J'ai toujours été à l'aise parce que notre engagement pour dire la vérité à la population, elle est irréversible. Nous nous sentons d'autant plus à l'aise qu'il est question
d'éclairer l'opinion de ceux qui nous suivent au regard de l'actualité politique, au regard des faits qui défrayent la chronique. Nous ne pouvons être qu'à l'aise. Voilà. Déjà d'emblée, l'un de nos sujets, c'est la destitution du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons de la province du Lualaba. D'abord, plusieurs mois traîné à dans la ville-province de Kinshasa sans raison valable. Et puis finalement, on apprenait qu'il allait rentrer. En dernière minute, il est déchu par l'Assemblée provinciale du Lualaba sans qu'on lui laisse les temps de pouvoir présenter ses moyens de défense après ce rapport-là de l'IGF qui l'accuse d'avoir détourné près de 395 millions de dollars américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Richard Mouyej Manguez-Mons est victime du fait qu'il appartenait au camp Kabila? Bon, je ne pense pas qu'il soit victime du fait qu'il appartienne ou qu'il appartenait au camp de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et je pense par contre que sa destitution en tant que gouverneur de province, ainsi que celle d'autres gouverneurs, c'est l'une des manifestations effectives du changement que nous avons opéré avec l'avènement du président Félix Tshisekedi. Dois-je rappeler ici que la destitution d'un gouverneur est un exercice normal et démocratique dans le prérogative de l'Assemblée ou des députés provinciaux en tant qu'organe de contrôle de l'exécutif provincial. Nous nous rappellerons que avec le régime passé de triste mémoire, les députés provinciaux n'étaient pas indépendants. Ils étaient une sorte de caisse de résonance du pouvoir central. Et donc, ils ne dépendaient que de la seule volonté de l'autorité morale. Voilà pourquoi les gouverneurs qui leur étaient imposés par le pouvoir de Kinshasa, ils n'étaient pas soumis à eux. Les contrôles parlementaires n'existaient pas. Et par conséquent, on ne pouvait pas s'imaginer qu'une assemblée provinciale puisse destituer un gouverneur de province. Parce que les gouverneurs de province n'étaient pas redevables envers les députés provinciaux, mais plutôt envers l'autorité morale. Maître, puisque vous le dites, je vous relance avec une nouvelle question et vous allez continuer votre idée. Puisque vous le dites, mais pourquoi c'est seulement les provinces dans lesquelles où nous avons vu des gouverneurs pro FCC par exemple, nous avons vu avec Zoé Kabila, c'était la même chose. On a comme l'impression qu'il s'agit pour vous de l'union sacrée, de l'acharnement contre les gouverneurs qui peut-être entre guillemets travaillent pour le FCC ou sont l'émanation du FCC. Je pense que ce que vous dites n'est pas aussi vrai. Au Kasaï central, par exemple, le gouverneur qui a été destitué par l'Assemblée provinciale, il est de l'IDPS. Il est de la famille du président de la République. Au Congo central, dernièrement, le gouverneur Atou Matubwana, il était membre, ou jusqu'à preuve du contraire, il est membre de l'Union sacrée. Il a quitté le FCC, il a adhéré à l'Union sacrée. Il a coupé les cordons ombilicaux avec le FCC. Donc, je pense que cette perception n'est pas du tout vraie. Mais moi, je considère, comme je l'ai dit, que c'est ça même l'indépendance, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, avec l'instauration de l'état de droit, qui est encore à ses débuts, avec tout ce que cela implique comme difficulté, bien entendu, les gouverneurs des provinces doivent désormais comprendre qu'ils doivent être au service de la population. Et la population qui est, n'est-ce pas, représentée par les élus provinciaux, doit exercer un contrôle effectif. Et puisque le gouverneur est accusé de détournement des deniers publics, eh bien, il ne peut être que conséquent. Et c'est ce qui est arrivé à Mouyej. Regardez par exemple, moi je le disais,
même avant que le président Félix ne soit président de la République, que derrière ce semblant de développement qu'on décrit à Kolosi, se cachait une mafia entretenue par Mouyej et son camp, donc le camp de Joseph Kabila, où il y avait un pillage systématique des ressources minières de la province du Lualaba. Je suis un fils de là, je connais un peu plus de ce qui se passe. Quand vous regardez autant de tonnes de cobalt et de cuivre qui sont extraites dans les sous-sols du Lualaba, et vous voyez la précarité dans laquelle la population du Lualaba vit, il y a un paradoxe inexplicable, difficile à justifier. Je vous dis, les cases, les maisons en briques adobe qu'il y a à Kolwezi sont assises, sont construites sur des gisements de minerais. Mais puisque, maître, je veux... C'est tout à fait inconcevable que une province aussi riche que la province du Lualaba puisse vivre dans une telle précarité. Et pour cacher ce mafia, ce plan de pillage systématique des ressources, Mouyej a mis en place une équipe de journalistes pour sa propagande. Et donc tout ce qui se passe à la télé n'est que de la propagande, n'est que de la fantaisie, ça n'a rien à voir avec la réalité sociale sur le terrain. Et vous savez, parce que sous son régime ou sous les régimes des gens du FCC, les députés étaient liés, ils n'avaient pas les mains libres, ils n'avaient pas la bouche ouverte pour pouvoir s'exprimer. Eh bien, il a fallu attendre que Félix Tshisekedi vienne, qu'il relance, qu'il réhabilite l'IGF dans ses fonctions, et que l'IGF, en toute indépendance, fasse son travail, qu'il éveille la conscience des députés provinciaux. Et je pense que nous devons saluer le courage que les élites de Kolwezi, les élites du Lualaba ont eu pour mettre fin à cette hémorragie. Merci, maître. Qui était, n'est-ce pas, incarnée par Mouyej et sa suite. Puisque vous parlez vous êtes en train de féliciter les élus de la province du Lualaba, mais au moins vous avez épinglé ici la présence de l'état de droit en RDC avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais l'état de droit, c'est le respect des lois, c'est le respect des textes. Que dit les textes par rapport à la déchéance d'un gouverneur? C'est que lorsque il est accusé, il y a des charges qui pèsent sur lui, les concernés ou c'est lui à qui les charges lui sont reprochées, il doit répondre. Il doit venir se présenter auprès de l'Assemblée pour répondre, et dès lors que ces moyens de défense ne sont pas convaincants, en ce moment-là, on peut passer à la prochaine étape qui est les votes. Mais apparemment, à l'absence de Mouyej Manguez Mons, mais on est passé au vote, et puis bon, on a voté, on a destitué sans qu'il puisse... Est-ce que ça, c'est vraiment le respect de l'état des droits? Et avec ça, vous ne trouvez pas que c'est genre un état des droits sélectif? Oui, j'en parle d'autant plus librement que je suis juriste et en plus procédurier. En droit, il y a ce qu'on appelle une procédure contradictoire et une procédure par défaut. C'est-à-dire lorsqu'une personne qui a été régulièrement invitée à venir s'expliquer sur des faits, soit devant une institution administrative ou parlementaire, soit devant une institution judiciaire, et qui ne vient pas, eh bien cette personne-là peut être jugée par défaut. Je pense que les arguments qui ont été donnés par le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba sont convaincantes et pertinentes même. Richard Mouyej a été régulièrement invité à venir présenter ses moyens. Il était invité, et je crois que c'était les 10 pour qu'il se présente les 11. De Kinshasa où il se trouve, il n'a pas pu répondre, donner une réponse à l'Assemblée provinciale. Et ça apparente déjà à ce que la Constitution appelle l'outrage à l'Assemblée provinciale. Lorsque un gouverneur ou un membre de l'exécutif provincial est invité par l'Assemblée provinciale à venir s'expliquer sur des faits
qui lui sont reprochés et qui ne vient pas, eh ben, cela est considéré comme un acte d'outrage à l'institution Assemblée provinciale. Et donc je pense que... Mais il était bloqué à Kinshasa. Non, mais qui l'a bloqué? Il n'y a pas un acte, il n'y a pas une décision émanant ni du ministère de l'Intérieur, ni de la présidence de la République, interdisant Mouyej de venir à Kolwezi. Il n'y a pas. Et d'ailleurs, dois-je vous rappeler que dernièrement, le ministre de l'Intérieur a dit que Richard Mouyej était libre. Il était, jusqu'à preuve du contraire, le seul gouverneur légitime de la province du Lualaba et qu'il pouvait rentrer à Kolwezi en toute liberté à tout moment. Et donc il pouvait prendre le vol, même le même jour, le 10 ou le 11, se rendre à Kolwezi et aller répondre aux préoccupations de l'Assemblée provinciale. Et même alors, s'il estime que la procédure suivie par l'Assemblée provinciale n'a pas été régulière, on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de défense, je pense qu'il a les droits, disait, des voies de recours. Il peut saisir la Cour constitutionnelle, par exemple. Il peut saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité, n'est-ce pas, de la procédure ayant abouti à sa déchéance. Ça, c'est par rapport à la forme. Mais le problème n'est pas la forme. Le problème, c'est le fond. Le fond, qu'est-ce qui lui est reproché? L'IGF a fait une mission ou un contrôle parallèle au contrôle que devrait faire l'Assemblée provinciale. Et il a été démontré dans le rapport définitif de l'IGF qu'à Mouyej, on avait demandé de fournir des pièces justificatives de certaines dépenses qu'il avait engagées. Lesquelles dépenses ne retraçaient pas, n'est-ce pas, de manière transparente et même légale les dépenses que Mouyej avait engagées ou l'utilisation des fonds des ressources de la province. On lui a donné tout le temps pour qu'il présente ses pièces, il ne l'a jamais fait. Parce que ça n'existait pas. Parce que ça n'existait pas et ça n'existe pas. C'est ainsi que lorsque l'Assemblée provinciale a examiné ce rapport, a dit que les faits sont graves. Alors, pour que Mouyej puisse aller se défendre ou présenter ses moyens de défense devant les institutions judiciaires, ils lui ont retiré la confiance. Et ça, je pense que c'est constitutionnel et même légal. Quand vous prenez la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, eh bien, il est stipulé que lorsque l'Assemblée provinciale reproche au gouverneur de province un certain nombre de faits et qu'elle estime qu'elle peut lui retirer sa confiance, il peut le faire. Mais la confiance à ce jour, parce que c'est aussi une émission à caractère pédagogique, la population doit savoir. La confiance est retirée à la personne ou au gouverneur Richard Mouyej à lui seul ou à l'ensemble de son gouvernement? Oui, selon la Constitution, le gouverneur, il est élu sur la même liste avec son colistaire, c'est-à-dire le vice-gouverneur. Et lorsque le gouverneur est déchu, lorsque le gouverneur tombe, il tombe et lui et son vice, ainsi que l'ensemble de son gouvernement. Ils sont réputés démissionnaires. Or, il y a en droit ce qu'on appelle le principe de la continuité des services publics de l'État. Donc, parce qu'on a déchu le gouverneur et son gouvernement est tombé, les affaires de l'État, les affaires de la province ne doivent pas être bloquées. Il doit y avoir ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes. Et à ce moment-là, il faudra que par une décision du ministre de l'Intérieur, qu'il y ait un membre du gouvernement. Ça peut être le vice-gouverneur. Ça peut être tout autre membre que le ministre de l'Intérieur va désigner pour, n'est-ce pas, assurer l'intérim. Alors, en ce moment-là, et le vice-gouverneur et les autres membres du gouvernement vont devoir assurer les affaires courantes jusqu'à l'organisation des élections qui vont déboucher sur la mise en place des nouveaux gouverneurs avec son vice qui va, à son tour,
nommer les autres membres du gouvernement. C'est peut-être la dernière question à ce sujet. Est-ce que, puisque Mouyej est accusé de ce détournement, est-ce qu'il était les seuls à pouvoir engager la province quand on sait que, vous venez de le dire, il y a le vice-gouverneur et surtout que la déchéance touche et le vice-gouverneur et l'ensemble de son gouvernement? Est-ce que la personne de Mouyej engageait seule la province ou c'était une gestion collégiale? Je pense qu'il faudra scruter le rapport de l'IGF. Le rapport n'accuse pas seulement Mouyej. Certes, il est l'autorité gouvernementale, c'est lui qui est à la tête. Mais quand vous lisez le rapport l'acquise lui ainsi que son équipe. Il est à la tête d'une mafia, d'un groupe de gens qui ont pillé la province, qui ont contribué à ce détournement. Est-ce que Fifi Masuka est dans cette bande-là de ces pilleurs? Ce n'est pas à moi de le dire, mais à ma connaissance. Madame le gouverneur, le vice-gouverneur qui est actuellement le gouverneur intérimaire, n'a pas été cité, n'a pas été trouvé dans ces magouilles. Ce n'est pas parce qu'elle est de l'Union sacrée? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a d'autres membres de l'Union sacrée qui ont été déchus, tout simplement parce que leurs assemblées provinciales respectives ont estimé qu'ils étaient coupables de l'un ou l'autre méfait. Alors, jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs, je suivais dernièrement la déclaration de cadre de l'Union sacrée du Lualaba. Ils ont félicité le travail qui est en train d'abattre aujourd'hui Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka. Je vous informe que les recettes de la province ont plus que doublé. Ce n'est pas une manière de faire les beaux yeux au chef de l'État. Il va faire des beaux yeux. Il va inventer un budget ou bien il va prendre son argent pour le mettre dans les trésors publics de la province. Les rapports aujourd'hui, les chiffres qu'elle a présentés, l'argent qu'il y a aujourd'hui dans les trésors publics provinciaux démontrent que cette dame a fait preuve d'une bonne gestion de la province. Alors, nous allons passer... Mouyej était un virus pour la province, je le dis en toute honnêteté. Mouyej était un virus et tout ce qu'il y a eu comme propagande, c'est l'œuvre d'un groupe de journalistes qui étaient à sa solde, qui le payait pour faire seulement sa propagande et ainsi distraire la population. Aujourd'hui, la population est éveillée. Allez à Kolwezi, vous êtes journaliste. Tendez votre micro baladeur. Vous allez voir les réactions de la population. La population est éveillée. Tous les slogans qu'on a inventés, Papa Solution, aujourd'hui a disparu. Mouyej n'a jamais été une solution pour le Lualaba. Mouyej est un pire des gouverneurs que le Lualaba, que le Congo n'ait jamais connu. Et je pense que c'est avec raison qu'il a été destitué. Et ce sera la même position que les cours et tribunaux vont devoir prendre pour les condamner. Et alors, c'est que la loi prévoit comme sanction, surtout en matière de détournement des deniers publics. Alors, nous allons passer à notre deuxième sujet. On a comme l'impression qu'il est partout, sauf là où la population l'attend le plus. Bon, il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel le président Félix a pris le pouvoir. Le pays était presque coupé du reste du monde. Alors qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, globalisation, vous ne pouvez pas, un pays ne peut pas vivre de manière isolée. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi, il lui a fallu remettre la RDC sur la scène internationale, c'est-à-dire dans les concerts des nations. Dans les concerts des nations. Et pour cela, il fallait un sursaut diplomatique. Un sursaut diplomatique. La RDC était déjà rayée sur la liste de pays qui pouvaient coopérer avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. La RDC était parmi les pays qui ne pouvaient plus bénéficier d'un appui financier de nos partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Et pour les réintégrer dans le Conseil des Nations,
il fallait un effort diplomatique de grande envergure. Voilà le travail que le président de la République a fait. Ça, c'est de un, et c'est un pari gagné aujourd'hui. C'est un résultat palpable, si bien qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié la confiance. Nous avons regagné la confiance, non seulement du FMI, de la Banque mondiale, mais de partenaires comme les États-Unis, comme l'Union européenne et d'autres. Si bien que, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est financée par la Banque mondiale et aussi les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, nous sommes un pays pauvre et très endetté. Et pour... Kabila n'a pas laissé de dettes, selon ce que dit le cadre du FCC. Bien plus, pour relancer notre économie, il faut faire venir dans notre pays des investisseurs étrangers, des gens qui doivent amener leurs capitaux ici pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, exploiter nos richesses naturelles, les transformer en richesses pouvant être consommées par la population. Et pour cela, le président de la République devrait aller chercher des investisseurs, ça et là. Une chose est de chercher des investisseurs, une chose est de convaincre ces investisseurs par rapport aux opportunités qu'il y a à venir investir dans notre pays. Et c'est le travail que le chef de l'État est en train de faire ou qu'il a fait. Mais on ne sent pas l'impact direct auprès de la population. Ça fait pratiquement aujourd'hui près de 3 ans, parce que d'ici 3 mois, ça sera l'année 2022 et il va nous rester qu'une année pour l'organisation des élections. Jusqu'à quand la population va palper vraiment du doigt les résultats ou les retombées de tous ces voyages qu'effectue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ici rappeler aussi que Kabila n'était pas obligé de faire plus de 100 voyages pour avoir des investisseurs comme les Chinois qui sont ici jusqu'à présent. Bon, je comprends l'impatience de la population se justifie ou s'explique par le fait que elle a tant souffert. Vous pensez que une population qui a souffert pendant beaucoup de décennies, elle est impatiente de voir les résultats du changement qu'elle a opéré. C'est ça, je ne condamne pas la population pour être impatiente, mais nous essayons d'expliquer seulement à la population que ce n'est pas les jours que vous semez que vous allez récolter. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Je pense que les résultats vont venir et ils sont en train de venir. Vous donnez l'exemple de Joseph Kabila qui a mené les Chinois. Mais parce que il n'y a pas eu un effort, il n'y a pas eu un effort qui a été fait dans le chef du président de la République de l'époque, Joseph Kabila, et de son gouvernement pour négocier. Ils n'ont pas eu le temps d'aller négocier, de ferme pied ces accords. Eh bien, c'était des opportunités à sens unique qui ont été données aux Chinois. Ils ont dit, ils n'ont pas eu le temps. Je ne peux pas dire que les contrats avec les Chinois ont été négociés. C'est plutôt des cadeaux qui ont été donnés, ou c'est un cadeau qui a été donné aux Chinois, moyennant les avantages du président de la République et de son camp. Mais à l'époque, maître, je vous relance. À l'époque, quand il négociait dans la position de faiblesse. Les pays étaient déchiquetés, les pays n'avaient pas sur quoi compter sur le plan économique. Alors quand on est dans les temps de faiblesse ou dans la position de faiblesse, on ne peut que négocier de cette manière-là. Cet argument ne tient pas. Je dois situer ici, replacer la situation dans son contexte normal. Quand est-ce que le régime Kabila a signé les contrats avec les Chinois? Ce n'est pas pendant les gouvernements 1+4. Ce n'est pas non plus pendant la période de la guerre. C'est après les élections de 2006 que les Chinois sont venus, que les accords léonais, les accords à sens unique, ou les contrats léonais, les contrats à sens unique ont été signés avec les Chinois. C'est là que
notre patrimoine, notre sol et notre sous-sol plus particulièrement, a été vendu, aliéné aux Chinois. Et je pense que... Et qu'est-ce fait le pouvoir actuel pour pouvoir récupérer tout ce qui revient aux Congolais? Parce que, à part ces multiples voyages que déplore la population congolaise, qui n'apporte encore rien jusque-là, et je vous rappelle que le chef de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, il faut le rappeler peut-être, qu'il a promis de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, mais jusqu'aujourd'hui, 5 ans de mandat, on est presque à la fin. Le temps n'est pas en votre faveur. Le président de la République, chef de l'État, qui n'est pas du tout l'autorité morale de l'Union sacrée, parce que chez nous, il n'y a pas d'autorité morale. C'est un concept qui a été inventé par le régime de triste mémoire, et donc il doit disparaître avec le régime qu'il a inventé. Le président de la République a réaffirmé sa ferme détermination à renégocier les accords avec les Chinois. Il n'a pas voulu chasser les Chinois. Il est ouvert à l'investissement, aux investissements chinois, mais pourvu que ces accords soient des accords gagnants-gagnants. Et je pense que le gouvernement chinois a manifesté sa volonté de pouvoir renégocier les accords avec les chefs de l'État. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que dans les mois qui viennent, le peuple congolais verra clair dans les accords entre la Chine et la République démocratique du Congo. Mais en dehors de la Chine, il y a des Allemands qui vont venir, il y a des Américains qui vont venir, parce que tous ces gens... Ça fait quand même 3 ans presque qu'ils ne sont pas encore là. Tous ces gens ont été chassés par le régime de Joseph Kabila, qui a préféré vendre les sous-sols congolais aux Chinois. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lambert Youma qui l'a dit, sans honte aux yeux. Il dit que notre sous-sol a été vendu presque à vil prix aux étrangers. Il ne dit pas ça pour se laver parce qu'il était jusqu'à preuve du contraire encore. Il dit ça parce qu'il connaît très bien le jugement qu'il attend. Il sait bien le jugement qu'il attend. Le peuple congolais attend juger Joseph Kabila et son régime, dont Lambert Youma. Parce qu'au centre de l'aliénation de notre patrimoine minier, il y a Lambert Youma. Et c'est ces mêmes peuples congolais qui dit que Tshisekedi en est Bichinda aujourd'hui. Non, je ne sais pas. Quand vous parlez du peuple, vous faites allusion à qui? Est-ce qu'il faudrait-il considérer comme peuple congolais cette infime minorité de gens qui ont géré le pays pendant presque 20 ans et qui l'ont enterré? Parce que, vous savez, Félix Tshisekedi a un grand travail à faire. D'abord, ressusciter le pays, le faire sortir du trou, là où il a été placé, ou là où il a été mis par le régime de Joseph Kabila, le remettre sur les rails, et les conduire maintenant vers le développement. Ça ne peut pas se faire en une année, en 2 ans, même en 3 ans. Il faut demander à la population de garder encore son mal en patience par rapport aux retombées des multiples voyages. En attendant, les trésors publics est en train encore de sortir de l'argent pour des voyages. On ne sait pas, peut-être les prochains voyages, ça sera pour où? J'estime que non seulement le peuple doit être patient, mais également les voyages que le président de la République a effectués avaient les raisons d'être, pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici. Et donc le président de la République devrait de toutes les façons se rendre ça et là pour essayer de remettre notre pays dans le concert des nations. Voilà, c'était nécessaire. Voilà. Alors pour gagner en temps, nous allons prendre peut-être notre dernier sujet. D'abord un petit mot par rapport à l'état de siège qui a été décrété, je pense, ça doit être les 6 mai 2021. Aujourd'hui, il a été prorogé près de 6 fois et c'est, je pense, la 7e est en train de venir. Quels sont les fruits qu'a produit les fruits de cet état de siège et jusqu'à quand on va proroger cet état de siège? Mais je pense que les fruits sont en train d'être
palpé du doigt. Aujourd'hui, il y a plus de groupes armés qui sont neutralisés par nos forces armées à qui nous rendons hommage ici. Il faut reconnaître que depuis l'instauration de l'état de siège, beaucoup de miliciens ont rendu des armes. Il y a beaucoup de chefs de groupes armés qui ont été les uns capturés, les autres tués. Et ce sont les fruits. Donc la paix est en train de venir, certes à pas de tortille, parce qu'il faut dire ici que la tragédie sécuritaire à l'Est avait beaucoup et a encore beaucoup de racines. Il y a infiltration aussi bien dans les institutions politiques que dans l'armée elle-même. Il y a des généraux, des officiers militaires qui sont des connivences avec les groupes armés. Il a fallu instituer l'état de siège pour les dénicher. Il y a même des autorités politico-administratives qui sont des connivences avec les groupes armés. Ils sont en train d'être démasqués. Tout ça, ce sont toujours les effets, les résultats de l'état de siège. Mais toutes ces ramifications, ce sont elles qui ont fait que la tragédie sécuritaire puisse perdurer. Et pour mettre fin à ce cycle de tueries de sécurité à l'Est, ce n'est pas en un seul jour, ce n'est pas en un seul mois. Voilà pourquoi, tout en saluant les résultats qui sont déjà obtenus, le président de la République s'investit, continue à encourager les FARDC pour qu'ils fassent mieux. Et selon les rapports de certaines ONG, il y a plus de tueries pendant les temps des sièges qu'avant l'état des sièges. Oui, vous savez, moi, j'ai eu la chance, en dehors du droit, de faire aussi les relations internationales. En géostratégie, quand est-ce que l'ennemi fait plus de mal? C'est lorsqu'il est acculé, qu'il se rend compte qu'il est au bout. Alors à ce moment-là, il se déverse sur la paisible population. C'est lorsque la guerre, l'ennemi se rend compte qu'elle est en train de perdre la guerre. À ce moment-là, elle se met à tirer sur quoi que ce soit. Et je pense que nos compatriotes devraient comprendre les choses de cette manière. Vous savez que jadis, les tueries étaient même l'œuvre de certains de nos éléments. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt les groupes armés. Quand ils sont pourchassés par les FARDC, à ce moment-là, ils se mettent à tuer la population. Et je pense que c'est vers la fin que nous tendons. On ne peut pas imputer ça ni au gouvernement, ni au FARDC. On doit imputer ça aux groupes armés, ainsi qu'à ceux qui les ont amenés. Mais qui a amené les groupes armés? D'ailleurs, si vous voyez aujourd'hui, ceux qui s'érigent aujourd'hui en opposants ou en détracteurs de l'état de siège, c'est qui? Ce sont les gens du FCC. Et même qui sont à la base de ces groupes armés. Est-ce que vous en avez des preuves? Mais les preuves sont là. Allez lire les rapports des ONG. Lisez les rapports mapping. Lisez les rapports de Human Rights Watch. Lisez les rapports de l'ONU. Vous allez voir que les autorités du gouvernement ou des gouvernements qui se sont succédés sous le règne du FCC ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les groupes armés, dans la prolifération des groupes armés à l'est de notre pays. Et donc, aujourd'hui, moi je pense que l'état de siège avait sa raison d'être. L'état de siège a encore sa raison d'être. C'est avec raison que les élus nationaux ont prorogé l'état de siège. Les FARDC sont encouragés. Les FARDC sont appuyés par l'ensemble du peuple congolais. Et je pense que la finalité de tout ce qu'ils sont en train de faire comme travail, c'est l'éradication de tous les groupes armés et l'instauration effective sur toute la partie est de notre pays. Vous y croyez? Et nous y croyons. Nous y croyons surtout que la volonté et l'engagement du chef de l'État sont sans faille. Le président de la République avait promis à la population de l'Est qu'il est prêt à donner même sa vie
pour que la paix soit instaurée à l'est du pays. Et il va le faire. C'est l'un des objectifs de son quinquennat. Et je pense qu'avant la fin de son mandat, il aura un argument sécuritaire à donner au peuple congolais pour qu'il puisse lui renouveler encore la confiance. Yoweri Museveni y arrive, le président ougandais, et s'est dit prêt à venir avec ses militaires pour appuyer la RDC dans la lutte contre les ADF. Vous pensez que cette démarche elle est franche, ou alors c'est de l'hypocrisie quand on sait que les ADF ou certains groupes armés rebelles viennent de l'Ouganda et même des pays limitrophes, Rwanda, pourquoi pas Burundi? Bon, vous savez que les pays voisins à la République démocratique du Congo ont tout intérêt à soutenir la République démocratique du Congo dans cette lutte contre l'insécurité. Tout simplement parce que la situation d'insécurité dans notre pays a une influence directe ou indirecte sur la paix et la sécurité dans leurs pays respectifs. Et donc c'est avec raison que les pays comme le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda peuvent appuyer le gouvernement congolais pour qu'enfin soit instaurée la paix à l'est du pays, ce qui sera d'un avantage considérable, aussi bien pour la RDC que pour leur pays, ainsi pour toute la sous-région de Grand Lac. Et il faut rappeler ici que... Est-ce que cela sera possible quand on sait que certains des groupes armés viennent de chez eux? Oui, mais ce n'est pas l'armée régulière. Il faut faire une différence ici. Quand on parle des ADF, on ne parle pas de l'armée régulière rwandaise. Donc nous ne sommes pas ici en guerre contre l'Ouganda en tant que pouvoir légitime, en tant qu'État. Nous sommes en guerre contre une milice rwandaise, une rébellion ougandaise, voulais-je dire. Et donc, ce sont les rebelles ougandais, ou rwandais, ou burundais qui ont quitté leur pays et qui viennent troubler la paix chez nous. Et donc, si l'Ouganda estime que il peut venir appuyer la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix, je pense que c'est tout à fait naturel et légitime. Et le président de la République, qui est déjà saisi, devra voir dans quelle mesure, ensemble avec son homologue ougandais, voir comment conjuguer les efforts ensemble pour que, dans un élan de solidarité, qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés qui ont troublé la paix dans notre pays. Mais il y a déjà quelques troupes étrangères, notamment éthiopiennes. Nous avons vu récemment les Américains qui sont venus. Et au-delà de ça, ajouter les Ougandais, est-ce que cela va apporter réellement la solution dont cherche la population congolaise dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? Savez-vous que les ADF ont été classés parmi les mouvements terroristes? Et aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, toutes les nations de la terre ont à la mener. Et donc, partout où il y a la lutte contre le terrorisme, eh bien, ces États-là peuvent venir en RDC pour appuyer le gouvernement congolais. Parce que l'objectif est commun. La lutte est commune. Et donc, il n'y a pas une autre explication à donner à ça. Tous les États du monde peuvent venir aujourd'hui en RDC pour lutter contre ces mouvements terroristes. Justement parce que la communauté internationale avait reconnu les ADF NALU comme étant un mouvement terroriste. Et parce que tous ont pris l'engagement, tous les États du monde ont pris l'engagement de lutter contre le terrorisme, quelle que soit sa forme, quels que soient les liens, eh bien, ils peuvent venir en RDC pour appuyer le gouvernement congolais. Alors, nous allons parler à présent processus électoral en République démocratique du Congo. Il est évident que la population congolaise attend
attend les élections en 2023? Est-ce que réellement, Maître Elie Mbumbe, il y aura élection en 2023, vous qui êtes de l'Union sacrée? Oui, le président de la République l'a rappelé. Vous savez, l'un des combats que le président Félix Tshisekedi a mené et qu'il va devoir mener, c'est l'instauration d'un état de droit. Ça ne doit pas rester un slogan, et c'est loin d'être un slogan, parce que cet état de droit est en train de se matérialiser petit à petit, et avec le temps, il va se consolider. Et qui dit état de droit veut le respect des textes, en commençant par le texte mère, le texte des textes, qui est la Constitution. Et la Constitution veut que le président de la République fasse 5 ans et qu'on organise les élections pour, n'est-ce pas, qu'on procède à la désignation ou à l'élection de son successeur. Et le président de la République a prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. N'est-ce pas? Et donc, l'engagement aussi de ce point de vue est total. C'est avec quels moyens qu'il va organiser les élections, quand on sait qu'aujourd'hui, on est presque déjà, ou pas presque, on est en retard. La désignation des animateurs de cette CENI-là ne sont pas encore connus. Il y a encore 2 combats et ça et là autour de celui qui va diriger la CENI. Et finalement, il y a un blocage qui se constate par la population congolaise. Non, mais je pense que la raison des moyens financiers n'est pas évoquée maintenant. Jusque-là, le gouvernement ne s'est jamais plaint. Je pense que ce n'est même pas opportun d'évoquer la possibilité ou l'impossibilité d'organiser les élections ou de ne pas organiser les élections pour des raisons de moyens, de manque de moyens financiers. Je vais vous dire que avec l'action de l'IGF, les réserves d'échange sont passées de 500 millions de dollars à plus de 2,5 milliards. À plus de 2,5 milliards. Ça, ce sont les résultats de l'état de droit. Et donc, les moyens, il y en aura financiers. Et dois-je vous rappeler que, d'après une information sûre, le budget pour l'exercice 2022 va devoir tripler. Nous serons au-delà de 10 milliards de dollars. Contrairement à 4 milliards, un budget de 4 milliards auquel nous étions habitués avec les différents gouvernements du régime sortant. Et donc, mais parce qu'on aura triplé le budget de notre pays, parce que les réserves d'échange ont augmenté, parce qu'avec le travail que l'IGF est en train de faire, avec le travail que les cours et tribunaux sont en train de faire, et donc, il y aura une forte mobilisation des recettes. Il y aura de moins en moins détournement des deniers publics. Je ne pense pas qu'il y aura des raisons d'évoquer l'ordre financier qui devront être évoqués pour qu'on ne puisse pas organiser les élections dans le délai. Mais je pense que le peuple est en train de comprendre que les gens qui ne sont pas prêts pour les élections, parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait clair que si Félix Tshisekedi allait aujourd'hui aux élections, il n'y a pas un candidat crédible en face de lui. Moïse Katumbi. Ah bon, mais est-ce que Moïse Katumbi s'est déjà prononcé en faveur de sa candidature en tant que président de la République? Je pense qu'il ne s'est pas encore prononcé, d'autant plus qu'il est membre. Et s'il s'est prononcé, il fait quand même un candidat potentiel pour... Comment il va se prononcer tout en étant membre de l'Union sacrée? Avant de prononcer sa candidature à la présidentielle 2023, il devra d'abord se retirer de l'Union sacrée. Parce que vous ne pouvez pas être de l'Union sacrée et ne pas soutenir la candidature du président Félix Tshisekedi ou de Félix Tshisekedi à la présidentielle 2023. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Tous ceux qui sont membres de l'Union sacrée devront soutenir Félix Tshisekedi. Et quand jusqu'à preuve du contraire, Moïse Katumbi, il est membre de l'Union sacrée, sauf s'il a d'agenda caché, qu'il révélera avec le temps. Vous avez suivi sa dernière sortie médiatique?
Bon, une sortie médiatique qui a été ratée, qui lui a valu des critiques et même une baisse de sa popularité, de sa cote. Ce n'était qu'une parenthèse. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. De popularité parce que en tant que leader, je ne doute pas un seul instant le leadership de Moïse Katumbi, même si ce leadership est de loin comparable avec le leadership qu'incarne aujourd'hui. C'était juste une parenthèse. On la referme, maître. On revient au processus électoral. Aujourd'hui, ça bloque sur qui sera président de la CENI. Les confessions religieuses ne se sont pas encore mis d'accord. C'est quoi? Est-ce que on peut présager un dialogue pour pouvoir mettre tout le monde ensemble et regarder dans la même direction afin de pouvoir peut-être revenir maintenant à l'organisation des élections crédibles, transparentes et qui n'auront pas peut-être des problèmes en 2023? Bon, comme je disais tout de suite là, que le peuple est en train de comprendre qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. C'est le camp d'en face, nos adversaires, les gens de la Mouka et du FCC. Ce sont eux qui sont derrière cette manipulation de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui ont tenté de bloquer la désignation du président de la CENI. Mais je pense que la voie de la démocratie a triomphé. Parce qu'en démocratie, c'est quoi? Quand on prévoit les consensus, on prévoit en même temps une voie de sortie au cas où le consensus n'est pas obtenu. Et c'est ce que la charte des confessions religieuses a prévu. En son article 17, par exemple, il est prévu que lorsque, sur une question, les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord à trouver le consensus, on procède au vote. Et c'est ce qui a été fait. Quand on ne sait pas, quand les confessions religieuses ne se sont pas mises d'accord autour de qui doit présider désormais à la tête de la CENI, eh bien on a procédé au vote. Un candidat a été élu, a été désigné par 6 confessions religieuses sur 8. Et les PV ont été transmis à l'Assemblée nationale. Les PV qui manquent les signatures de la CENCO et de l'ECC, qui du reste sont respectivement président et vice-président de la... C'est aussi un moyen de droit. Mais qui vous a dit que parce que vous avez refusé de signer, ce PV-là n'a pas sa valeur juridique? Doit-on bloquer le fonctionnement régulier des institutions parce que 1 ou 2 membres sur 8 ont refusé de signer alors que les 6 ont valablement signé? Mais selon les 2 confessions religieuses, il n'était nullement question du vote ce jour-là. Ça n'a pas été... Non. Moi, je pense que... Mais d'ailleurs, même l'abbé Chollet, il avait dit... Non, Marcel Otembi avait dit que nous ne sommes pas arrivés à obtenir le consensus. Il dit, nous ne sommes pas arrivés. Lorsqu'ils ne sont pas arrivés à obtenir le consensus, mais la deuxième hypothèse a été évoquée. Il dit, alors dans ce cas-là, allons au vote. Les 6 ont dit, procédons au vote et nous allons nous départager. Ou les votes vont nous départager. C'est ainsi que la CENCO va leur dire, si vous voulez faire le vote, allez le faire ailleurs, mais pas ici chez nous. Ils ont été chassés. C'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait des politiques ou une main noire politique qui était derrière les 6 confessions religieuses. La main noire est derrière les 2, la main noire politique, les 2 qui veulent bloquer ou les 6. Soyons quand même honnêtes. Mais selon eux ou selon leur déclaration, c'est que il y a eu des pressions émanant de politiques et même du pouvoir en place qui insistaient sur les noms d'un candidat, notamment guillemets, on a parlé de la personne de Kadima, voilà, et avec tout ce qui y avait comme soupçon autour de la candidature de Kadima, alors ils se sont dit il fallait jusqu'à quand on voit tenter de manipuler l'opinion. L'Église catholique, moi je pense qu'à un certain moment, elle doit cesser de chercher à manipuler la population. Vous vous dites qu'il y a eu tentative de corruption. D'ailleurs, il n'avait pas dit qu'on a corrompu. Il dit qu'il y a eu tentative, il y a eu une pression. Parce que c'est difficile de prouver lorsque vous dites que quelqu'un a été corrompu, que vous n'avez pas de preuves, ben, on peut vous traduire en justice. Et ça, les responsables de la CENCO le savent. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit qu'il y a eu corruption. Jusqu'à preuve du contraire, ni l'Église catholique, ni l'Église protestante n'a prouvé, n'a même dit qu'il y a eu corruption. Ils ont dit seulement qu'il y a eu tentative de corruption. Il y a eu également pression.
Il y a eu pression. Mais si la pression a été faite sur eux, parce que les autres n'ont jamais reconnu cette pression, les 6 ont dit c'est en toute indépendance. Il semble que les 6 ont perçu à $70 000 à chacune. Ce ne sont que des rumeurs. Mais qui peut le dire? La main sur le cœur. Et même, qui peut être prêt à aller témoigner devant les instances judiciaires que tel ou tel autre a perçu 70 000 $? C'est faux. Moi, je pense que c'est une stratégie des détracteurs, de gens qui ne veulent pas qu'on organise les élections en 2023. Mais je pense qu'un pas a été franchi. Les 6 se sont prononcés sur un candidat que nous ignorons encore jusque-là, parce qu'il sera dévoilé par l'Assemblée provinciale. Et je vous informe que le président de l'Assemblée nationale, que la question de l'entérinement de membres de la CENI fait partie des questions urgentes qui doivent être traitées pendant cette session de septembre. Est-ce qu'on n'est pas en retard à ce jour? Je pense que c'est un retard que nous pouvons facilement rattraper. Voilà pourquoi on ne doit pas suivre les gens qui veulent nous distraire. On ne doit pas suivre l'Église catholique dans ses délires et dans sa stratégie de pouvoir endormir le peuple. Mais les églises de réveil et d'autres églises ne siègent pas au niveau des Nations Unies, quand on sait que l'Église catholique est représentée par le Vatican, qui du reste siège au niveau des Nations Unies. C'est que... Mais ici, il n'est pas question d'un forum mondial. Ici, il est question d'une plateforme nationale qui regroupe les confessions religieuses. Et selon la charte qui régit ces confessions religieuses, toutes les confessions religieuses sont égales. Et chacune d'elles représente une voix lors des votes. Il n'y a pas une super ou méga confession religieuse. Et l'Église catholique, et l'Église protestante, et les églises indépendantes, et les églises de réveil, et l'église et les kimbanguistes et les islamistes, tous sont égaux. Est-ce que vous ne cherchez pas à appliquer ce qu'on appelle les forcing? Et peut-être la dernière question, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission, est-ce que vous voyez un dialogue qui se dessine? Il n'y aura pas de dialogue. Si les détracteurs pensent qu'ils peuvent tirer les choses en longueur pour que finalement on n'arrive pas à organiser les élections, qu'on arrive encore à faire les dialogues pour qu'on se partage les gâteaux en 2023, le cap vers les élections est irréversible. Nous devons aller aux élections pour que le peuple fasse un choix cette fois-ci judiciaire, un choix qui va permettre au président de la République non seulement d'être réélu, mais également d'avoir une majorité parlementaire homogène. Un choix cette fois-ci, comme qui dirait hier. Mais justement, hier, les élections qui ont été organisées ont été déplorées. Nous ne cesserons de le dire que les élections que Joseph Kabila a organisées n'ont pas été tout à fait transparentes. Mais ce sont elles qui ont porté Tshisekedi à la présidence de la République. Ah, mais justement parce que le peuple s'est exprimé dans ce sens-là et que c'était difficile d'aller de nager à contre-courant de cette volonté populaire. On a manipulé, on a tripatouillé les résultats au niveau des législatives nationales et provinciales, mais quant au niveau de l'élection présidentielle, je pense que les choix du peuple ont été respectés. Donc pour vous, il n'y a pas de blocage, personne ne bloque et la présidence n'a pas imposé un candidat. La tentative de blocage orchestrée par le FCC, la MOUCA, et entérinée par l'Église catholique et l'Église protestante a été évitée. La voie de la démocratie a triomphé, la voie de la raison a triomphé, les 6 confessions religieuses ont fait leur travail et je pense que l'Assemblée nationale va faire le sien. Le président de la République, finalement, il va devoir nommer par ordonnance présidentielle le nouveau président de la CENI et je pense que le travail devra continuer. Il n'y aura plus de blocage, il n'y en aura pas, on ira qu'on aille aux élections. Que nous allons nous regarder les droits dans les yeux et le peuple va faire son choix. C'est considéré comme votre mot de la fin, Maître Elim Boumb, défenseur judiciaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je vous encourage pour le travail que vous faites.
J'encourage également le peuple de l'ICACI et d'ailleurs à s'abonner massivement sur votre chaîne YouTube. Je pense que vous êtes un jeune qui a un talent, qui doit être soutenu, qui doit être encouragé. Quelques petites erreurs qu'il y a, qui sont liées au début de chaque exercice humain, je pense qu'avec les conseils des uns, les remarques des uns et des autres, pourront être élaguées et je pense que vous allez parfaire votre travail. Ça sera pour notre intérêt et pour l'intérêt de la population tout entière. Le peuple de l'ICACI et ceux qui nous suivent ne doivent pas se laisser distraire par les détracteurs du président de la République. Félix Tshisekedi a fait preuve de sa bonne volonté de pouvoir mettre le pays sur les rails du développement. Et je pense que nous avons tout intérêt à le soutenir, à l'appuyer et surtout à ne pas se laisser manipuler par ces détracteurs. Merci Maître Elimboum, merci également à vous très chers auditeurs et auditrices de la 88.1 MHz Kikela FM. Merci également à tous les internautes, merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner massivement. Donc le numéro qui est affiché là, c'est également notre numéro RTL Money. Vous pouvez juste injecter quelque chose, question d'encourager cette œuvre. Maître l'a dit, c'est une œuvre humaine, elle est toujours accompagnée des imperfections. Vos critiques, vos analyses constructives et positives peuvent nous parvenir pour pouvoir améliorer notre qualité de faire et nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, c'était Maître Elimboum. Demain, ce sera peut-être vous. Préparez-vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, parlons-en les mags, c'est notre chaîne YouTube. Également, suivez-nous à la radio Kikela FM et très bientôt, vous allez nous suivre dans une des télévisions de la place. Partout dans le monde, n'hésitez pas, abonnez-vous et ce sera pour votre plaisir et également le nôtre parce que nous allons les partager ensemble. Restez scotchés sur notre chaîne. Merci à l'ensemble de l'équipe qui nous a permis de réaliser cette émission avec à sa tête John Poi, des designers maison. Merci infiniment à toi. Merci également au producteur de cette émission, lui c'est Chris Maraja. Merci à toi mon frère. Merci également à la maison Les Brins Pro pour le soutien. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux-là qui ont liké, ceux qui vont commenter, couper, commenter, partager la vidéo et ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre votre main à la pâte afin que nous puissions aller de l'avant. Au revoir et la suite au prochain numéro.